Bonjour à toutes et à tous. Pour démarrer cette nouvelle exploration, prenons une situation classique. Un enfant est assis à son bureau, super concentré sur un problème de maths complexe. Ou alors, absorbé par la construction d'un château sur Minecraft, ça marche aussi. Ouais, totalement. Il est vraiment dans sa bulle. Son téléphone vibre à côté de lui. Et il l'ignore. Le miracle. Une victoire absolue pour son attention. Et là, paf, la porte s'ouvre à la volée. Un parent passe la tête et lance. Au fait, les poubelles sont sorties ou tu as vu mes clés. Aïe. En une fraction de seconde, le silence est brisé, la concentration est complètement pulvérisée. Et souvent, par la personne même qui s'inquiète le plus du manque de concentration de son enfant. L'ironie est cruelle. Exactement. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour crever ce sujet. Jusqu'à présent, dans notre parcours à travers ce livre, on a beaucoup parlé de nous, les adultes. C'est vrai. Nos turbulences intérieures, nos méthodes de blocage de temps, la gestion de nos propres déclencheurs. Mais quand on aborde l'environnement physique et sonore, la discussion dévie inévitablement vers un public beaucoup plus vulnérable, les enfants. Et c'est un point de bascule crucial dans l'ouvrage. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment équiper les plus jeunes face à ce raz-de-marée de sollicitations. Et surtout, sans tomber dans l'autoritarisme stérile ou, à l'inverse, dans le laxisme total. Parce que, on est d'accord, on nage en pleine hypocrisie collective, non ? Bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La société entière panique face aux écrans. On lit partout que ça détruit le cerveau des jeunes. D'ailleurs, les chiffres du Pew Research Center cités dans le texte sont dingues. 95% des adolescents ont accès à un smartphone. Et en même temps, 72% des parents affirment que ces mêmes appareils sont beaucoup trop distrayants pour leurs enfants. C'est un décalage énorme. Pourquoi on fournit massivement l'outil de distraction pour ensuite se plaindre des dégâts qu'il cause ? En un mot, la pression sociale. Mais si on creuse, il faut regarder comment on introduit cette technologie. Souvent, l'achat, c'est pas vraiment une décision éducative très réfléchie ici. Pas du tout. C'est une capitulation face à une émotion. L'enfant utilise un argumentaire social redoutable. Le fameux « mais tous mes copains en ont un ». Exactement. Ou alors une envie viscérale pour son anniversaire. Et le parent cède. Souvent pour ne pas marginaliser son enfant. Ou juste pour faire plaisir. Mais l'erreur fondamentale, c'est qu'on confond l'intensité de cette envie avec la maturité nécessaire pour gérer l'outil. C'est le cœur du problème. L'envie n'est pas une compétence. L'auteur utilise d'ailleurs une métaphore que je trouve particulièrement brillante, l'analogie de la piscine. Ah oui, elle illustre parfaitement le piège dans lequel on tombe. C'est ça. Imaginons une journée d'été étouffante. Tous les enfants du quartier sont dans l'eau du grand bain. Ils rient, ils s'éclaboussent. Et on a un enfant sur le bord qui ne sait pas nager. Évidemment qu'il a une envie irrésistible de sauter. Mais est-ce qu'un parent sain esprit le laisserait plonger dans 2 mètres d'eau ? Sans bouée et sans cours de natation. Jamais de la vie. Sous prétexte que tous ses amis le font, on le laisserait se noyer. On sait bien que l'eau, si on ne maîtrise pas ses mouvements, est un environnement mortel. Absolument. Eh bien, l'océan numérique, c'est la même chose. Sauf qu'on laisse l'enfant plonger tête la première sans aucune leçon. Et pour filer la métaphore, le grand bain numérique est particulièrement traître. C'est ça qu'il faut comprendre. Un smartphone aujourd'hui, c'est pas juste un accès à Wikipédia. C'est un accès direct à des applications conçues par des armées d'ingénieurs. Des ingénieurs en neurosciences comportementales, rien que ça. Exactement. Le modèle économique de ces plateformes repose sur la captation de l'attention, via des boucles de rétroaction dopaminergiques. Donc à chaque notification, à chaque j'aime, le cerveau du gamin reçoit une décharge de dopamine. Le neurotransmetteur du circuit de la récompense. Donc, le laisser seul face à cette ingénierie, sans préparation, c'est criminel. C'est comme lui demander de résister consciemment à une machine à sous qui est littéralement programmée pour le faire perdre. C'est une excellente comparaison. Alors, si on suit la logique de la natation, on ne commence pas par le grand bain. On le met dans le petit bassin. Là où il a pied. Concrètement, ça se traduit comment en termes d'appareils ? Le livre parle de commencer par des technologies restreintes. L'idée, c'est de satisfaire le besoin de communication de l'enfant et de rassurer le parent, mais sans introduire l'algorithme prédateur. Donc on part du téléphone basique, le fameux dumb phone. Ou d'une montre connectée avec GPS. Des appareils qui permettent juste de passer des appels ou des SMS à une liste préapprouvée. Sans navigateur internet, sans boutique d'applications, sans flux vidéo infini. Voilà, c'est le petit bassin. Mais attendez, je me fais l'avocate du diable une seconde. Regardons la réalité en face. Je vous écoute. Proposer un téléphone à clapper qui fait juste des textos à un ado de 13 ans aujourd'hui,
C'est tendu. C'est clair que ça va grincer des dents. Mais c'est plus que ça, hein. Dans les cours de récré, la vie sociale s'organise sur Snapchat, sur des groupes WhatsApp. Si on lui donne une montre GPS pendant que ses potes ont le dernier smartphone, On le transforme en paria social. exactement. Comment un parent est censé gérer le ressentiment énorme que ça va forcément créer? C'est l'objection la plus lourde. Et elle est totalement légitime. Le livre n'ignore pas cette friction, au contraire. Parce que ça va crier à la maison, c'est certain. Oui, ça va générer de la frustration, des conflits, un vrai sentiment d'exclusion chez l'enfant. Mais le parent doit faire un choix. Lequel? Est-ce qu'on préfère affronter la colère de son enfant aujourd'hui ou faire face à un effondrement de ses capacités d'attention demain, voire à des problèmes d'anxiété profonde? Ah, vu comme ça, l'enjeu est glaçant. Il faut se rappeler de la biologie. Le cortex préfrontal de l'enfant, la zone qui régule les impulsions, n'est pas mature avant au moins 20 ans. Donc l'exposer trop tôt au grand bain numérique, C'est déléguer la structuration de son cerveau à des entreprises de la Silicon Valley. Le petit bassin, c'est une phase transitoire. L'idée, c'est pas de l'isoler à vie. c'est de retender l'accès total jusqu'à ce qu'il développe ce qu'on pourrait appeler des anticorps cognitifs. C'est une très belle formule. Ceci soulève la grande question de la transition. Admettons qu'on tienne bon sur le petit bassin, Ce qui demande déjà pas mal de courage. c'est sûr. Mais comment on sait qu'il a développé ces anticorps? Comment on mesure sa maturité numérique pour l'autoriser à passer au vrai smartphone? C'est là qu'on se trompe souvent. On fixe un âge arbitraire. Genre, à l'entrée au lycée, paf, t'as un smartphone. Mais l'âge biologique ne garantit aucune compétence face aux écrans. Absolument pas. Lier l'accès à l'âge est une aberration. La maturité numérique, c'est une question de maîtrise comportementale. D'accord, mais ça s'évalue comment, concrètement? Le véritable test de passage, l'examen final en quelque sorte, ça n'a rien à voir avec sa capacité technique à utiliser l'appareil. C'est-à-dire? Le vrai test, c'est d'évaluer s'il est capable de le faire taire. Waouh, c'est un renversement de perspective fascinant. N'est-ce pas? Tout le monde sait utiliser un écran tactile. Un bébé le fait intuitivement. On s'inquiète de savoir s'ils savent s'en servir, alors que la vraie compétence de survie, c'est de savoir le désactiver. Exactement. Est-ce que l'enfant sait naviguer dans les paramètres pour bloquer les notifications inutiles? Comprend-il l'intérêt du mode « ne pas déranger » ? Et au-delà de la technique, il y a le comportement. Oui. A-t-il la discipline de laisser son téléphone dans le salon pendant qu'il dîne ou qu'il étudie dans sa chambre? Ah mais là, on touche à une difficulté colossale. C'est facile de dire ça derrière un micro de podcast. C'est sûr que la pratique est plus rude. N'importe quel parent qui a essayé de confisquer une tablette à un ado le soir sait que ça déclenche généralement la Troisième Guerre mondiale. Ah bah oui, les cris, les claquements de porte. Pourquoi c'est si épidermique? L'enfant n'est pas juste agacé, il entre dans une rage folle. Parce qu'on n'est pas face à un simple caprice. C'est une réalité neurobiologique. Quand l'enfant scrolle sur les réseaux, son système nerveux est en hypervigilance. Donc son cerveau est sous tension constante. Voilà. Et l'amygdale, qui gère la peur et les émotions primaires, elle perçoit la déconnexion sociale comme un danger de mort. Un danger de survie, carrément. Pour notre cerveau primitif, l'appartenance au groupe, c'est la sécurité. Être banni de la tribu, c'était la mort assurée. Donc lui, arracher l'écran, pour lui, c'est un sevrage ultra brutal, une exclusion de la tribu. C'est pourquoi cette régulation doit s'apprendre en amont, de manière proactive, pas dans la confrontation quand l'enfant est déjà happé. Si l'enfant ne parvient pas à accepter cette séparation physique de lui-même, ça veut dire quoi? La conclusion est simple. La machine est trop puissante pour lui. Il n'est pas prêt pour le grand bain. Mais si des adultes n'arrivent même pas à poser leur téléphone au restaurant, exiger cette force d'un ado, c'est presque mission impossible, non? C'est pour ça que ça ne peut pas être juste un règlement qu'on leur plaque dessus. C'est un projet familial. Les parents doivent montrer l'exemple. Obligatoirement. On ne peut pas exiger d'un gamin qu'il coupe son téléphone à table si le parent passe le repas à checker ses mails pro. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ça ne marche jamais. L'exemplarité, c'est le socle. Bon, imaginons que la famille arrive à instaurer cette maîtrise la journée. Il y a un autre front majeur abordé dans le livre. Les moments de grande vulnérabilité. La nuit. Nos sources insistent lourdement sur la nécessité de créer un sanctuaire. Et là, Anya Kamenetz, qui a beaucoup étudié le temps d'écran, pose une règle qui ne souffre d'aucune exception. La protection absolue du sommeil. Le sommeil d'un adolescent, c'est pas juste du repos. C'est le moment où son cerveau consolide la mémoire et se structure. Il fait le ménage, en gros. C'est ça. Donc la règle imposée par la biologie, c'est que la chambre doit être un sanctuaire zéro écran. Donc les télés, ordinateurs, smartphones, ça reste dans le salon la nuit. Ou dans la cuisine, oui. Mais il ne suffit pas de le mettre sur silencieux et de le poser sur la table de nuit. Surtout pas. La simple présence physique de l'appareil dans la pièce active des processus d'anticipation dans le cerveau. Ah oui, le cerveau reste en alerte au cas où. Exactement. Mais il y a pire. La lumière. Il faut imposer une coupure des écrans au moins 1 heure avant le coucher.
Et ça, c'est pas une lubie de parents sévères, c'est purement physiologique. C'est mécanique. La lumière bleue émise par les écrans frappe la rétine. Le signal est envoyé au cerveau qui bloque la glande pinéale. La glande qui sécrète la mélatonine, l'hormone du sommeil. Voilà. Concrètement, l'ado qui scrolle sur TikTok dans son lit, il envoie un message à son cerveau lui disant qu'il est midi en plein soleil, Son corps est littéralement incapable de déclencher l'endormissement. même s'il tombe de fatigue. On sabote l'architecture même de son sommeil. C'est hyper éclairant. Donc la nuit, le rempart est simple, interdiction physique dans la chambre. C'est la seule vraie protection. Mais revenons à la journée et au fameux moment de concentration. Au début, j'évoquais ce parent qui déboule pour demander si les poubelles sont sorties. Le grand classique. Pourquoi cette petite question est-elle si grave? Parce qu'elle méconnaît totalement comment fonctionne la concentration profonde. Il faut regarder les travaux de Sophie Leroy sur le résidu d'attention. Le résidu d'attention? Oui, on a cette illusion que notre cerveau est comme un interrupteur, qu'on peut passer de l'algèbre à la question sur les poubelles, puis revenir à l'algèbre instantanément. Et c'est pas le cas. Absolument pas. Quand l'enfant est profondément engagé, il est en état de flux. Si on l'interrompt brusquement, il doit désengager ses ressources cognitives. Pour traiter la demande du parent. Voilà. Et ensuite, il doit tenter de recharger tout le contexte du problème dans sa mémoire de travail. C'est comme relancer un gros logiciel sur un vieil ordinateur. C'est une bonne image. Les études montrent que même une interruption de quelques secondes laisse une ombre cognitive. Le fameux résidu. Une partie de son attention reste accrochée à l'interruption. Et le temps nécessaire pour retrouver la concentration initiale s'est estimé à une vingtaine de minutes. 20 minutes, ouais. Donc, le parent qui ouvre la porte, juste en passant, Il vient de réinitialiser la jauge de concentration de l'enfant à 0. s'il fait ça 3 fois dans la soirée, l'enfant n'aura littéralement pas eu une seule minute de travail vraiment profond. Et après, on s'étonne que les devoirs s'éternisent jusqu'à 22 heures dans les larmes et l'épuisement. L'ironie est cruelle. On s'inquiète du téléphone qui sonne, alors que le déclencheur externe le plus perturbateur, c'est nous. C'est ça. On en revient toujours au même principe sur l'attention. A-t-elle cette sollicitation sert-elle mes objectifs? Où suis-je à son service? Si l'enfant a prévu un bloc de temps de 45 minutes pour ses devoirs, c'est son objectif. Et si le parent fait irruption pour une tâche ménagère non urgente, il impose sa priorité sur le temps de l'enfant. L'adulte devient la notification intempestive incarnée. C'est le mot juste, Mais là, je dois reprendre ma casquette d'avocate du diable. C'est quand même la maison du parent. bien sûr. Ne plus pouvoir adresser la parole à son enfant sous son propre toit, sans vérifier son emploi du temps, c'est pas un peu extrême? On leur demande de marcher sur des œufs? Il ne s'agit pas d'interdire la communication familiale, mais de redéfinir le respect. Le respect des blocs de temps, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, Si on apprend à un enfant que son temps de concentration peut être brisé à tout moment pour une broutille, on lui enseigne implicitement que son attention n'a aucune valeur. ah oui, c'est un message très toxique en fait. Comment voulez-vous qu'il apprenne à résister à une notification Instagram si son propre modèle d'autorité ne respecte pas sa concentration? C'est une question de cohérence. Totalement. Apprendre à l'enfant à se protéger des déclencheurs externes, ça commence par s'abstenir d'en devenir un soi-même. Les poubelles peuvent attendre 45 minutes. C'est un vrai changement de paradigme. On passe de l'idée de l'enfant toujours disponible à la demande, À la reconnaissance d'un droit inaliénable à la concentration pour l'enfant. et au fond, c'est ça le cœur de cette partie de notre réflexion. Oui. Ce qu'on décrit là, utiliser le petit bassin pour éviter la submersion algorithmique, passer le test de désactivation, sanctuariser le sommeil, tout ça dépasse les écrans. C'est une véritable formation aux compétences de survie dans l'économie moderne. L'économie actuelle monétise agressivement la distraction. Des milliards sont dépensés pour fragmenter notre capacité de réflexion. En guidant un enfant à travers ça, on lui transmet la capacité de filtrer le bruit du monde. On lui apprend à conserver l'intégrité de son esprit. C'est une compétence d'une rareté absolue aujourd'hui. Et c'est peut-être l'idée la plus forte à garder en tête en refermant cette réflexion. On ne gère pas juste les devoirs du soir, on forme le socle de leur liberté future. Car celui ou celle qui, à l'âge adulte, sera capable de maîtriser son attention face au chaos ambiant ne contrôlera pas seulement son smartphone. Cette personne maîtrisera littéralement la trajectoire de sa propre vie. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.